Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anus Workwell pour cette webconférence organisée par Chorus sur la thématique du réemploi dans l'aménagement des espaces de travail. Alors pour en parler, j'accueille Caroline Lenain. Bonjour Caroline, vous êtes consultante Workplace et chef de projet R&D chez Chorus Consulting. Estelle Climat, bonjour Estelle. Vous êtes directrice agence centrale réemploi économie circulaire chez Socotec Immobilier Durable, c'est bien ça. Et bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Trollier, vous êtes designer et fondateur de Renouveau Studio. Thierry, je vous pose la question, donc vous êtes designer, je le répète, chez Renouveau Studio. Vous intervenez en tant que spécialiste du réemploi, de l'upcycling, etc. Un petit mot sur votre parcours et votre savoir-faire. Oui, donc moi je me suis lancé comme designer indépendant depuis 2 ans, donc c'est assez nouveau. Et finalement, j'ai rebondi sur mes expériences précédentes qui étaient plutôt dans l'industrie. Mais dans la partie créative, donc voilà, j'ai complété mon cursus pour mettre vraiment ce que j'aime faire maintenant sur la partie créative. Et quelque part, le réemploi, il s'est introduit lors de cette transition. Parce que moi, venant de l'industrie, j'ai vu un petit peu dans des process industriels ce que des entreprises, des usines pouvaient écarter et avec des matières qui n'étaient pas utilisées. Je pense par exemple à des contrôles qualité qui font que des lots entiers se retrouvent remis sur le côté, non utilisés, ou par des process industriels non optimisés, on crée aussi de la matière. Et j'ai utilisé ce savoir-là maintenant pour, en tant que designer, maintenant je me suis dit il y a sûrement quelque chose à faire dans cette voie-là. Et c'est par ce biais-là que j'ai mis le pied en tant que designer dans le réemploi. Absolument. Voilà. D'accord. Et qui sont vos clients finalement au quotidien, vos partenaires? Donc moi je suis designer produit, donc je m'intéresse à tout type de produits, mais aussi plus particulièrement sur le réemploi. Et c'est quelque chose que je suis en train de construire actuellement, donc c'est en cours de construction. Mais mes clients, ça peut être des éditeurs de mobilier qui voudraient faire des produits de réemploi. Mais peut-être qu'aussi une des idées, c'est d'aller voir les gens qui génèrent ces rebuts et qui génèrent ces matières et de les accompagner pour retraiter directement à la source et créer de nouvelles idées et de nouvelles valorisations. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de mettre en place. Comme on va discuter plus tard, c'est quand même tout un chemin qui va être qu'on doit bâtir tous ensemble. Absolument. Et c'est ce qui se produit avec Chorus Consulting notamment. C'est exactement notamment. le sujet du jour. Absolument. D'accord. Estelle. Bonjour Estelle, alors je le répète, vous êtes directrice de l'Agence centrale économie circulaire et réemploi au sein de Socotec, et notamment d'une filiale dédiée aux enjeux environnementaux qui est Socotec Immobilier Durable, qui a été créée en 2019. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la genèse finalement et les piliers du label EcoCycle de Socotec? Alors déjà, pour parler de Socotec, j'ai rejoint le groupe pour une chose précise, c'est évidemment le développement de l'économie circulaire et du réemploi. Pourquoi ? Parce que nous travaillons, enfin en tout cas nous acteurs autour de cette table, dans un des secteurs notamment de la construction, de l'aménagement même intérieur, qui est pourvoyeur d'une part de beaucoup de déchets, mais aussi consommateur de beaucoup de matières premières. Donc ça sous-tend quand même un certain paradoxe. En tant que groupe de la construction, et donc Socotec a vraiment infusé ça dans son ADN, a une vraie responsabilité à transiter d'un modèle qui est actuellement très linéaire vers un modèle beaucoup plus, circulaire. Et c'est ce qui a motivé un peu nos équipes au sein de Socotec Immobilier Durable à se lancer, s'engager dans la création d'un cadre structurant qui permettrait de passer d'un concept qui est quand même relativement flou auprès de nos partenaires, l'économie circulaire, dans lequel ils ont envie de s'engager, mais ils ne savent pas forcément comment, et justement de le traduire en un outil très pragmatique, qui est le label EcoCycle. D'accord, donc EcoCycle, qui est concerné finalement? Quel est le périmètre du label? Eh bien, donc en termes de périmètre, déjà d'une part, pour nous, on avait à cœur, évidemment, d'embarquer nos partenaires. L'idée, c'était vraiment pas de les laisser au pied du mur face à ces enjeux qui sont quand même relativement complexes. Et on les a un petit peu emmenés dans ce train à grande vitesse de l'économie circulaire. Et d'ailleurs, je remercie Chorus, qui est un de nos moteurs pionniers à s'engager à nos côtés sur le label EcoCycle. En termes de périmètre, on propose un label qui est le premier label d'économie circulaire. On le voit justement, je pense à l'écran. Donc en l'occurrence, l'idée à travers ce label, c'est vraiment de embrasser vraiment les différentes acceptations, les acceptions de l'économie circulaire, dans le sens où on ne va pas se limiter uniquement sur une focale telle que le réemploi, qui est certes nécessaire, mais je dirais si on veut vraiment avoir un impact global, on a assis le label sur 4 piliers qui font ses fondations, qui sont l'éco-conception, l'économie responsable, le réemploi et le recyclage des déchets. Absolument.
Et d'ailleurs, on va y revenir sur ces 4 piliers, justement, où chacun pourra intervenir. D'accord, très bien. Absolument. Et justement, avant de commencer et justement d'enchaîner sur l'éco-conception, qui est un des piliers du label EcoCycle, un petit point sur la législation aussi qui accompagne finalement les stratégies de réemploi. Caroline ou Thierry, ou Caroline, justement, quel est un petit peu un petit rappel sur la législation aujourd'hui qui accompagne les entreprises, notamment tertiaires? Alors, en termes d'éco-conception, on a la loi AGEC qui a été éditée en 2020 et qui notamment parle d'un diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, qui vise à inventorier tout ce qui a vocation à être curé sur chantier de plus de 1000 mètres carrés dans le tertiaire et pour des travaux significatifs. Donc c'est très encourageant parce que vraiment, sans ce diagnostic, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire de réemploi derrière, on ne peut pas trier au mieux les matériaux et c'est la base vraiment pour éviter les déchets et pour réorienter au mieux les matériaux. Donc c'est un bon point. Par contre, le décret n'est pas encore paru, le décret d'application. Donc c'est un point qui va venir, mais qui n'est pas pour l'instant vraiment appliqué ou demandé de manière impérative. Pour continuer en tout cas sur la conception, il y a un autre point dont parle la loi AGEC, ça concerne les marchés publics. Lors d'appels d'offres sur les marchés publics, il est stipulé depuis 2021 que 20% du mobilier qui doit être approvisionné doit être du mobilier de réemploi ou issu de matériaux recyclés. D'accord. Et alors, cet enjeu, il est très impactant parce que 20%, c'est quand même énorme. Ouais. Là, pendant une année, on va dire qu'il y a eu un peu de latence parce que ce chiffre, il fallait que les structures s'organisent, on va dire, pour pouvoir fournir la demande des appels d'offres. Et ça commence à arriver et on commence à voir, nous en tout cas, Corus, dans des appels d'offres publics, en effet, cette demande de 20% de mobilier de réemploi. Donc ça, c'est pour la partie, en tout cas, conception et éco-conception. Il y a aussi, là, concernant le pilier de la gestion des déchets, depuis maintenant même 2015, sur la loi de la transition énergétique, on parle d'un taux de recyclage de 70% pour les chantiers. Donc, ce taux est très intéressant parce que voilà, ça nous oblige à en tout cas orienter nos déchets et les valoriser au mieux. Maintenant, on va dire que ça évolue de plus en plus, en tout cas en termes de déchets. On parle maintenant, depuis l'année dernière, de tri de 7 flux de déchets. Ce qui est important, c'est vraiment de réorienter les déchets dans les bonnes filières pour éviter au maximum alors la non-revalorisation, en tout cas permettre au minimum la revalorisation et pourquoi pas la réorientation dans des filières qui permettent soit du réemploi, soit de l'upcycling, qui est un modèle plus vertueux et moins impactant en tout cas sur l'environnement. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme, justement. Alors, très bien. Je voulais parler des éco-organismes, moi, juste à la suite. En fait, il y a un cadre législatif là, qui est en train d'être élaboré et qui passe petit à petit, mais pour aider les gens à comprendre et à se saisir de ces textes-là, il y a des éco-organismes qui ont été créés dans le secteur de l'aménagement, donc c'est Valdelia et Ecomobilier. Et en fait, ces éco-organismes, ils sont censés aussi aider toutes les initiatives qui doivent germer dans ces choses-là. Et par exemple, je sais que Valdelia, ils sont très souteneurs en termes de diffuser des méthodologies. Par exemple, il y a des gens qui ont investi le créneau depuis déjà de nombreuses années. Ils diffusent leur savoir-faire pour que chacun puisse s'emparer à son niveau d'idées où des gens ont été précurseurs et de diffuser quand même des méthodes et des moyens. Et il y a aussi, bien sûr, il faut dire que ces éco-organismes-là, soutenus par l'État, vu que c'est des émanations de toutes ces lois, ils ont des moyens aussi pour financer
et pour aider des initiatives qui sont en lien avec ces sujets-là. Donc, quelque part, il y a un cadre législatif qui contraint, mais d'un autre côté, il y a aussi des choses qui sont mises en place pour que les gens puissent y aller et puissent s'emparer de ces sujets, quoi. Absolument, tout à fait. D'accord. Alors, j'en reviens à l'éco-conception, justement, et Caroline, vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe chez Chorus Consulting, comment vous procédez au départ, c'est-à-dire au stade de l'existant. Justement, quel est votre plan d'action sur vraiment la partie éco-conception avec l'existant ? Alors sur la partie conception, ce qui est important en tout cas, c'est de définir avec le client son ambition environnementale. Ça, c'est la base. Si le client n'a pas de grandes ambitions environnementales, on n'arrivera pas à aller loin. Il faut vraiment que ce soit un consensus et qu'on applique la volonté du client en cette matière. Mais par contre, on peut l'aider à définir ses ambitions environnementales. Et donc, pour l'aider, ce qui nous aide, encore une fois, c'est ce diagnostic qui nous permet de faire un inventaire sur place sur les matériaux qui peuvent être éventuellement réemployés dans le nouveau projet. Matériauthèque. Voilà, exactement. Nous, par la suite, on a l'habitude de co-construire avec les futurs usagers des espaces. Et notre but, c'est vraiment de partir de l'existant. C'est-à-dire qu'on ne part plus sur un plateau vide où on enlève toutes les cloisons. Maintenant, on garde les cloisons existantes, on présente le plateau existant et on essaye de créer, en tout cas à partir de l'existant. Alors certes, on va supprimer peut-être des cloisons et en recréer d'autres, mais on sait que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on parle, voilà, c'est une notion qui est importante de partir de l'existant, quoi. Absolument. D'accord. D'ailleurs, on a une très belle illustration derrière nous, justement d'upcycling. On va commenter un petit peu ce qui s'est fait tout à l'heure. Thierry, je me permets également, même question que Caroline, finalement. Votre sourcing à vous, finalement, votre base de travail, vos matériaux, comment vous procédez? Est-ce que vous répondez à la demande ou alors est-ce que vous créez de manière spontanée? Comment ça se passe? Donc on va dire, il y a plusieurs choses, mais la chose commune dans le processus, c'est qu'on part vraiment de la ressource, qu'on appelle plutôt un gisement. Oui. Et de ce gisement-là, on peut organiser soit un produit qui est très en lien avec une matière ou avec une ressource. On pourrait vendre directement, donc création spontanée avec de l'auto-édition ou de l'édition. Mais, et aussi dans le secteur du bâtiment, on pourrait penser que la ressource, c'est le bâtiment lui-même. Et donc, dans un lieu donné, avec des matériaux donnés, on les transforme pour créer de nouveaux usages. Donc, c'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et si je peux rajouter, dans tout ce processus, on parle de créativité, on parle de matériaux, mais aussi il faut parler de territoire. Parce que quand on parle circularité, on a cette image d'une boucle, et cette boucle-là, elle doit être assez locale pour être efficace, parce que finalement, dans cette démarche de réemploi, on crée des nouveaux liens entre de la matière, des utilisateurs, des transformateurs, et pour qu'elle soit efficace et pertinente, et aussi qu'elle ait un coût en phase avec tout le reste, on est obligé de réduire un petit peu cette échelle, et pour être efficace, on définit une boucle qui est assez locale, et je pourrais vous dire un petit peu ce qui se passe, ce qu'on essaie de mettre en place pour illustrer sur le bassin grenoblois, c'est-à-dire qu'on essaye déjà, la première phase, c'est de faire connaître tous ces acteurs, parce qu'il y en a beaucoup, et pour répondre effectivement à des sujets qui sont... C'est plus de l'artisanat, là, on est dans quelque chose de plus industriel. Il y a des compétences, mais aujourd'hui, elles sont un peu éparpillées. Et pour répondre à des enjeux un peu plus importants, il faut qu'on fédère un peu les gens autour de ça. Et donc, c'est pour ça que cette circularité, elle s'inscrit aussi dans des zones géographiques plus définies. Voilà, et puis c'est aussi l'objectif du local, de la proximité, finalement, ça s'inscrit complètement dans cette logique-là. Voilà, ça va de pair. Et je crois que vous travaillez au sein d'un collectif. Voilà, nous, à Grenoble, on est en train de faire émerger quelque chose qu'on va dénommer le collectif d'Air. C'est parce que
qui veut dire designer, artisan du réemploi. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'initiatives à micro-échelle. C'est pour ça qu'on retrouve quand même des artisans et que ces forces, en se fédérant, elles pourront répondre à des enjeux qui, par exemple, au niveau des lois AGEC, c'est quand même des enjeux qui sont beaucoup plus vastes. Et le petit artisan il met en place des choses, il n'a pas vocation à pouvoir répondre à ça, mais en se fédérant et en diffusant les savoirs, je pense que c'est comme ça que ça peut prendre corps et que par rapport aux attentes qui sont effectivement assez grandes, ces attentes pourraient être comblées par cette cristallisation de savoir-faire. Et voilà, mais c'est quelque chose qui se construit en fait. Oui, absolument. Quand on dit que la loi n'est pas passée, j'aime bien parce qu'on c'est vrai qu'il y a une période de construction, et ensuite la loi, finalement, elle ne fait que valider tout ce processus amont, mais c'est pareil pour les gens qui vont intervenir après. Les gens, ils vont devoir s'adapter à ce nouveau contexte, et ce faisant, je pense qu'ils créeront eux-mêmes leurs nouveaux outils, leurs méthodes et cette façon de penser, quoi. Absolument, tout à fait. Estelle, sur la partie éco-conception, donc, qui est vraiment un des 4 piliers du label. Donc, justement, l'éco-conception, c'est quelque chose de particulièrement valorisé. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette partie chez EcoCycle ? Alors, pour illustrer ça, je prendrai un exemple d'image qu'on a, pour les personnes qui s'intéressent à l'économie circulaire, un peu tous et toutes en tête, c'est la pyramide inversée, en fait, qui en fait la traduction visuelle du code de l'environnement et du mode de hiérarchisation des déchets. On le disait à l'instant, de la base de cette pyramide, c'est la prévention. Avant le réemploi, la réutilisation, le recyclage et à terme l'élimination, en fait, qui est la boucle vers laquelle on souhaite le moins tendre. Donc, on le voit en effet avec cette pyramide inversée. L'enjeu principal, c'est la prévention. Et on est vraiment parti je dirais, cette source-là pour inspiration du label EcoCycle, qui est vraiment la philosophie. Et c'est ce pourquoi on donne la part belle à l'éco-conception. Et si on prend pour exemple ce qui s'est un peu passé dans le confinement, on a beaucoup parlé de circuits courts, circuits courts alimentaires. On a des choses qui n'étaient pas forcément usuelles qui sont venues dans des pratiques, notamment par exemple les maraîchers qui venaient sur les parkings de supermarchés pour, nous approvisionner. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire la ville en circuit court ? Et à ce titre, ça pose cette question de l'approvisionnement durable qui passe par la nature du gisement, mais aussi sa provenance. Et donc nous, on a un petit peu envie de mettre un peu des paillettes dans les granulats, entre guillemets, je dirais, de nos partenaires. C'est-à-dire qu'on va vraiment questionner le gisement, la nature, l'idée de favoriser, pourquoi pas, des matières premières secondaires, ce qu'on appelle des matières premières recyclées, des matériaux plutôt biosourcés, géosourcés. Et puis, on va aussi questionner, je dirais, l'approvisionnement local. Et c'est vraiment cette notion-là qui était évoquée par Thierry, la notion d'écosystème. Et donc là, on va vraiment encourager, à travers le label, le pilier éco-conception, les synergies territoriales. L'idée, c'est vraiment de mettre en regard les initiatives territoriales qui peuvent être intéressantes auprès de nos partenaires et dont ils n'ont pas forcément l'idée. Et c'est vraiment un petit peu, j'aime bien le nom d'AIR parce que c'est un peu la notion de oser. Il faut aussi oser se mettre en relation avec ceux qui ont des initiatives porteuses et c'est ce vers quoi on tend à travers le label EcoCycle et notamment ce pilier éco-conception. Et si je pourrais un petit peu clôturer cette partie-là sur un exemple, c'est le labo Envie. Qui est situé dans le 20e arrondissement. On a eu plaisir à le visiter avec nos équipes pour notamment former nos ambassadeurs EcoCycle, puisque pareil, ça se rapprochait un peu de notre philosophie. Et ils ont eu vraiment un enjeu fort sur l'éco-conception, puisque eux, ils ont pris le parti pris aussi de réduire, d'introduire la notion de sobriété. C'est-à-dire qu'ils ont réduit grâce à l'absence de finition brute intérieure. Donc ça peut aussi passer par là. Et de manière même chiffrée, tangible, ils ont réussi à réduire plus de 6,9 tonnes de matériaux en termes de consommation. Donc on voit que, d'une part, il y a ce gisement qu'on peut aussi réduire, qu'on peut, je dirais, avoir une meilleure provenance. Et puis il y a aussi justement cette question de localité. Ils ont réussi à avoir un approvisionnement avec les matériaux intérieurs et de seconde œuvre jusqu'à 60% de matériaux locaux, en tout cas avec une provenance inférieure à 120 km, je dirais, en termes de distance. Donc c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles et d'apporter cette prise de conscience auprès de nos partenaires dans l'éco-conception. Absolument, je crois qu'ils se baptisent vraiment comme étant un écolieu. Exactement, un tiers-lieu, tout à fait, voilà. Absolument, tout à fait. Alors, en termes de réemploi des matériaux, Caroline, donc... on l'a vu, on a plusieurs leviers. L'upcycling, en tout cas, en est une approche, en particulier, donc de réemploi. Quelle est votre démarche sur l'upcycling en particulier et votre définition aussi ? Qu'est-ce
Quelles sont vos inspirations finalement en matière d'upcycling? Alors, l'upcycling permet en tout cas de personnaliser un espace et ajoute une touche design au réemploi. Vous pouvez le voir d'ailleurs avec l'image de départ qui avait été installée. Oui. En tout cas, après le réemploi, c'est la manière la moins énergivore de construire, car nous faisons avec l'existant, mais nous le transformons pour l'embellir. Et en fait, c'est grâce à des partenariats comme, en tout cas, grâce à des métiers comme le métier de Thierry, qui est designer de réemploi, qu'on réussit à introduire l'upcycling dans des chantiers. Absolument. Donc justement, on va voir quelques exemples à l'écran, Caroline. Donc, qui sont des projets donc Chorus Consulting. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce qu'on voit? Alors en effet, pour illustrer, vous voyez ici l'hôtel Neve à Morzine, où on a collaboré avec l'entreprise Skitech qui récupère des skis usagés et qui les a relaqués pour pouvoir et qui les a détournés pour pouvoir faire des cloisons ici. Et vous voyez que c'est fort à propos. Il y a un petit décalage, on va dire, ancien, nouveau, moderne et classique, mais toujours dans le thème du ski. Et voilà, je pense que c'est un exemple qui est plutôt réussi. Ouais. Absolument. Vous voyez aussi là un exemple de réemploi chez Becton Dickinson. Alors là, le projet était éphémère et le projet, c'était d'installer 250 personnes durant juste 2 ans. Donc il a été choisi d'utiliser de la moquette de réemploi grâce à l'entreprise Oracle. Oui. On a également réemployé du mobilier, il y a un bureau, et puis on a... le but, c'était de personnaliser au mieux avec la végétation et l'adhésivage, voilà, pour avoir un environnement qui était personnalisé. Voilà, mais ça c'est en aparté, mais c'est vrai que la biophilie aussi est un sujet intéressant, en tout cas dans... C'est intéressant, en tout cas, pour personnaliser les espaces et pour que le collaborateur, en tout cas, se sente mieux dans son environnement de travail. Absolument, tout à fait. Ici, vous avez en photo l'accueil de Chorus, du siège de Chorus qui est basé à côté de Grenoble. Vous voyez la petite camionnette à gauche qui est en fait la structure qui entoure notre cuisine. Et donc cette camionnette a été récupérée et réemployée et un impact, en tout cas, design très important et très sympa. Il n'y a pas d'essence dedans. Il n'y a pas d'essence dedans. Tout à fait. On l'a découpé et puis on l'a posé. L'accueil aussi des bardages. Le bardage a été récupéré du hangar qui était attenant à Chorus et qui a été réemployé pour faire des bureaux. Donc voilà, le surplus de tôle a été utilisé pour l'accueil. Et vous voyez en tout cas qu'on a tenu à réutiliser l'existant avec ce sol qui en tout cas servait... D'accord. L'ensemble, en tout cas, donne un très très bel effet, une vraie cohérence et une vraie touche design et personnalisée. Exactement. Absolument. Thierry, votre philosophie de l'upcycling, c'est la même. J'imagine que toutes les idées sont... Enfin voilà, il y a plein d'inspirations différentes en fonction de la culture d'entreprise, en fonction de plein de choses. Comment vous puisez votre inspiration finalement? Vers quoi on tend quand on fait de l'upcycling? Tout d'abord, en tant que designer, on a du vocabulaire qu'on utilise et ça me faisait penser à ce mot-là. On utilise le mot la valeur d'usage, souvent pour un objet, pour un produit. Et je trouve ça intéressant. Dans ce mot-là, il y a le mot valeur. Donc aujourd'hui, des choses qui ne sont pas valorisées, en tant que designer, on peut recréer de la valeur et on associe à ce mot valeur un usage. Et donc finalement, pour des aménagements qui auraient déjà vécu 20 ans, 25 ans, ils ont une valeur. À un moment donné,
ils ont pu en perdre, mais finalement, par la créativité, en se reposant les bonnes questions, on va leur redonner et de la valeur et un usage. Et finalement, pour moi, c'est ça mon inspiration, c'est de redonner un nouvel usage et de la valeur. Bien sûr, les inspirations, elles sont là en essayant de demander aux utilisateurs quel est leur juste besoin, quels sont leurs justes besoins, pour pouvoir ensuite faire de la créativité et leur proposer des choses qui les intéressent, qui sont désirables à leurs yeux, et tout ça avec un minimum d'énergie et un maximum de créativité, un minimum d'énergie. Absolument, et justement, on va y revenir tout à l'heure avec des exemples, en tout cas, de création. Mais avant, Caroline, un petit mot sur les matériaux à privilégier, puisque là, on est vraiment sur le sujet du réemploi des matériaux. Le matériau, la base, évidemment, il va y avoir des lots qui impactent plus que d'autres, des matériaux qui impactent plus que d'autres. Quel est votre avis là-dessus ? En tout cas, dans le second œuvre et dans l'aménagement des espaces, le mobilier, dans un sens, est très impactant parce que généralement, on le change assez régulièrement. Donc, on a le mobilier d'une part et d'autre part, on a les cloisons et les sols qui sont très impactants également. Donc, au niveau des cloisons, les vitrages sont toujours plus impactants que les cloisons pleines. Au niveau des sols, en effet, le PVC, la moquette sont très impactants, mais on peut remarquer quand même certains progrès, notamment en moquette, puisque maintenant la plupart des moquettes sont issues de matériaux recyclés, ce qui a permis de réduire pas mal l'impact. Absolument. D'accord. Justement, à ce propos, Caroline, je vous propose de regarder une petite vidéo, mais vraiment de 20 secondes, sur un partenariat que vous avez eu avec l'entreprise Oracle. On a travaillé avec eux, en tout cas, sur certains de nos projets, sur plusieurs projets, pour, en effet, remettre en état la moquette. Donc, elle est déposée, puis reposée en étant remise en... Tout à fait. Et là, on va voir quelques petites étapes, justement, rapides du réemploi de cette moquette avec Oracle. Voilà, donc une vidéo très dynamique. Donc Estelle, justement, même question sur le label EcoCycle et sur le réemploi des matériaux. Qu'est-ce qu'on préconise, qu'est-ce qu'on valorise au sein de ce label particulièrement ? Caroline l'a abordé. Donc déjà, l'une des notions qu'on sous-tend à travers le pilier réemploi, c'est le meilleur déchet, c'est celui déjà qu'on ne produit pas. Donc l'une des clés pour court-circuiter la logique qu'on a en fait du tout à la benne et qui n'est pas une très bonne logique à ce jour, c'est justement de passer par la case du réemploi. Et l'une des clés de voûte qui commence à structurer cette démarche-là, c'est évidemment donc, ce qu'on appelle le diagnostic PEMD qui a été cité tout à l'heure. C'est vraiment d'inventorier en fait, le potentiel de réemploi qu'on a sur un site qui ferait l'objet de réhabilitation ou qui ferait l'objet effectivement d'un renouveau, même d'aménagement intérieur. On voit qu'il y a une forte obsolescence en fait, des matériaux intérieurs. Et l'idée, c'est peut-être effectivement de retrouver leur valeur d'usage. Et en fait, cette notion-là, ça sous-tend aussi la notion de ce qu'on appelle la mine urbaine, qui est à ce jour négligée. Réemployer des bardages, réemployer des portes, réemployer des carrelages, des moquettes, ça c'est vraiment un enjeu du réemploi et de pouvoir les récupérer soit sur site, soit sur un autre chantier qui peut être concomitant et dans une logique aussi, je dirais, de proximité pour toujours être dans cette logique aussi d'éco-conception. Et donc s'il y a une mine qu'il faut exploiter, c'est bien la mine urbaine en fait de nos propres villes pour justement faire avec l'existant et faire avec le déjà là. Ce qu'il faut, c'est effectivement intégrer ça dans nos pratiques, mais il y a un vrai besoin de monter en compétence des acteurs, donc un vrai besoin de pédagogie, mais aussi de mettre les acteurs autour de la table. Donc ça, effectivement, c'est vraiment des méthodologies qu'on va mettre en place dans le label, de pouvoir vraiment avoir un management de projet qui va être adapté au réemploi, qu'on va pouvoir suivre en conception, mais aussi en réalisation. Parce qu'il y a un vrai enjeu aussi à suivre, et pas qu'on soit juste dans les vœux pieux de faire du réemploi, il faut aussi le suivre en phase travaux. Et à ce titre, on a aussi donc, notre groupe Socotec qui est partie prenante des acteurs du réemploi.
on accompagne pour lever certains verrous qui peuvent intervenir en phase travaux, notamment le Tour de France Réavi. Donc Réavi qui est une plateforme de réemploi et donc qui s'est lancé dans un grand Tour de France pour justement identifier les possibilités de reconditionnement des matériaux de réemploi. Donc à travers ces partenariats, on voit aussi le besoin de structurer les filières pour massifier le réemploi. D'accord, très bien. Alors Thierry, je me tourne justement vers vous pour qu'on commente un petit peu les produits que vous avez créés et justement évoquer aussi peut-être les gisements que vous avez utilisés, etc. Je crois que vous avez coutume aussi de dire, et c'est une réalité, que finalement, ce que vous employez aujourd'hui, c'était ce qui faisait partie des bâtiments il y a une trentaine d'années. Ouais, je voulais faire un petit point historique et les designers ou les constructeurs du siècle passé, finalement, dans les années 50, où il y avait profusion d'énergie, profusion de matière, ils ont créé aussi des tas de choses avec des nouvelles technologies. Je prends par exemple le contreplaqué. Ouais. Ils ont eu à cœur de développer des solutions dans un contexte donné pour faire des nouveaux produits. Et finalement, on se dit que nous, aujourd'hui, avec des produits qui ont déjà vécu leur première vie, on doit développer de nouveaux savoir-faire et on doit de développer une nouvelle créativité pour se réapproprier ces matériaux-là dans notre temps et essayer de vivre avec, parce que c'est ça aussi, tout ce que l'homme crée, c'est un commun. Et donc ce commun-là, on en hérite et on essaie de le transformer pour qu'il ne soit pas un commun seulement négatif, mais qu'on puisse l'utiliser et vivre avec. Et donc c'est ça aussi qui fait écho entre ce que les gens ont fait dans un contexte donné il y a 50 ans et ce qu'on va faire maintenant avec tout ça, quoi. Voilà. Et pour commenter, pour illustrer ça, j'avais participé à un concours porté par Haworth, qui est un grand groupe de mobilier, et l'atelier Emmaüs, qui est à Lyon, et qui est un agenceur qui fait beaucoup avec du réemploi. Et donc l'association de ces deux éléments était déjà intéressante. Et ils ont fait un appel à candidature chez les designers pour inventer dans des domaines donnés du mobilier. Et ce bureau-là, je l'ai fait fabriquer dans le contexte de ce concours. Et donc, c'est un bureau qui est fabriqué 100% par du réemploi. Donc, il a été fait par des gens qui sont basés à Paris, et notamment le plateau. Ce sont des portes pleines qui sont récupérées dans le tertiaire. Donc, une porte pleine, ça veut dire que ce n'est pas une porte bas de gamme, creuse. Ça veut dire qu'elle a une vraie valeur, parce qu'elle pèse son poids et elle a des propriétés mécaniques intéressantes. De ça, on peut faire un plateau pour un bureau home office qu'on voit là. Et tous les restes des caissons jaunes et bleus et des piétements sont des chutes des industries qui travaillent du médium. Donc le médium, c'est un composé, un dérivé de bois qui n'est pas très sexy à la base. Et aussi des chutes de bois massif d'un atelier de charpente. Et finalement, vu que c'était un petit peu suite à la sortie où tous les gens travaillaient à la maison, j'avais pensé à ce bureau home office qui faisait partie de la catégorie du concours. Donc ça en est l'illustration. Et sur l'image qu'on va voir après, là, c'est intéressant. C'est une entreprise qui installe du parquet dans des immeubles. Donc, ils font des immeubles complets. Et de par leur rencontre, j'ai appris que sur un immeuble complet, ils généraient à peu près 10% du cubage en chute de parquet. L'avantage, c'est qu'eux, pour l'instant, ils sont positionnés sur des parquets assez haut de gamme. Donc, c'est du contre-collé, comme on appelle. Donc, il y a du vrai bois massif. Et on est en train de faire des prototypes pour habiller les halls d'immeubles avec les chutes qui ont été générées dans le dit immeuble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire avec la société Brun-Buisson, qui est basée à Grenoble. Voilà, c'est en construction. Mais si je pense qu'on va aller au bout de la démarche, mais elle est intéressante parce qu'elle identifie un rebut. Et quand je dis rebut, c'est du parquet qui est neuf, donc avec une très haute qualité visuelle. Et de ce matériau-là, on peut le réemployer pour un autre usage, mais pas loin, en bas de l'immeuble, alors que tous les appartements de l'immeuble ont été faits par cette entreprise avec le parquet. Absolument. Donc ça serait une belle illustration qu'on est en train de mener et on vous tiendra au courant de l'avancée de ce projet-là. Et à travers ce que vous dites, finalement, on se rend bien compte qu'il y a tout un tas, finalement, de sources, tout un tas d'acteurs qui sont mêlés. Et puis, il y a un produit final. Caroline, justement, cette notion de partenaires, d'acteurs, justement, qui vont permettre de favoriser, justement,
de faire émerger ce produit final. J'imagine que c'est fondamental finalement. L'objectif, c'est vraiment de s'entourer d'un maximum de partenaires. Ah oui, c'est exactement. Nous, on rassemble les compétences, on va dire, et justement en termes de réemploi, il faut qu'on se base sur des partenaires. Alors que ce soit la Socotec pour nous orienter vers les bonnes démarches à suivre, ou que ce soit des personnes comme Thierry en design qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des solutions portées. Voilà, le but, c'est d'avoir le plus d'acteurs possible au plus près des chantiers et qui sont pertinents, en tout cas, pour les ambitions fixées en amont. Absolument. Donc là, on faisait référence une nouvelle fois au label EcoCycle, où l'économie responsable, en tout cas, participe, voilà, donc qui en est un pilier. Et dans cette économie responsable, je pense qu'on peut aussi parler de la façon dont on entrevoit le positionnement, l'agencement finalement des espaces de travail. On peut parler de rezoning. Comment ça s'imbrique justement dans cette stratégie-là chez Chorus Consulting ? Alors dans notre activité, on promeut, on va dire, la théorie de l'activity-based working, qui est basée c'est-à-dire pour chaque usage, un espace. Et donc finalement, on va multiplier les espaces, on va varier les espaces, mais on va diminuer les espaces individuels de travail. On va multiplier la collaboration et diminuer les espaces individuels. Et finalement, cette réflexion induit une diminution des mètres carrés dans l'espace. On en a plus besoin en fait. Les besoins individuels sont énormes. Pour un bureau, il faut 12 mètres carrés, il faut 10-12 mètres carrés, tandis que si on est tous rassemblés, on a besoin plus que de 4 mètres carrés, 4-5 mètres carrés par personne. On est rassemblés, mais par contre, on a une multitude d'espaces de collaboration divers et variés qui sont en support et qui nous permettent de vraiment aller dans les espaces qui répondent à nos usages. Absolument. Voilà, oui, et ça fait écho aussi, j'imagine, Estelle, à ce que vous appelez la gouvernance participative, finalement, chez... Oui, tout à fait. L'idée, à travers justement le pilier donc économie responsable, c'était un petit peu de remettre au centre l'usager. Parce qu'on travaille toutes et tous sur des projets de plus en plus complexes, avec un environnement réglementaire qui est très challengeant. Et en fait, on en oublie souvent ce pourquoi en fait, on fait les projets, c'est avant tout pour les usagers. Donc on a vraiment voulu recentrer cette notion-là au sein de ce pilier-là. Et comme l'illustre très bien Caroline sur l'intensification effectivement des usages, on a voulu développer ça dans ce pilier-là avec justement aussi ce qu'on appelle chez les usagers la maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'en les associant aussi de manière collaborative à la définition de leurs propres besoins, effectivement, on va aussi rendre le bâtiment plus résilient parce que on répondra plus, je dirais, justement à la demande. Et donc, ça se traduit effectivement par cette intensification-là. Ça peut se retrouver à l'échelle de l'aménagement intérieur, mais par exemple aussi à l'échelle d'autres équipements. Je pense à des écoles qui sont parfois sous-utilisées pendant les périodes de vacances, qui peuvent être transformées en résidences de vacances. Ça peut être par exemple pour des éléments tertiaires, comme des restaurants universitaires qui sont utilisés que pendant la période du déjeuner, qui peuvent être transformés en coworking. Donc, on peut vraiment imaginer la démarche du label adaptée à différentes typologies de bâtiments et différents usages. Comme le dit Estelle, en fait, c'est la flexibilité des espaces qui est de plus en plus importante parce que nos besoins évoluent de plus en plus rapidement. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir faire au plus flexible. Absolument. Voilà, de s'adapter tout le temps. Justement, je crois que chez Chorus Consulting, vous avez développé une forme de jeu, ou en tout cas un outil qui permet aux collaborateurs de s'impliquer complètement dans cette démarche de réemploi, de sobriété, etc. Comment on pourrait le définir, ce petit jeu ? Alors, lorsqu'on fait des ateliers avec les futurs usagers, on a pour habitude de leur présenter le plateau dans lequel ils vont travailler. Et donc, on les incite à positionner leurs espaces les uns par rapport aux autres, donc dans un premier temps. Et dans un second temps, ils implantent leur mobilier, leurs espaces, leurs cloisons sur le plan. Donc en maquette 3D, comme vous pouvez le voir sur
sur la photo. Ce qu'on a voulu introduire, c'est la notion de faire avec les ressources qu'on a, que ce soit des ressources économiques ou que ce soit aussi l'impact environnemental. On essaye aussi de l'inclure dans ce jeu. Alors, ce jeu, il part d'un cahier des charges. Donc, c'est-à-dire qu'on propose un cahier des charges aux usagers. On leur dit, ben voilà, on a déterminé qu'il vous fallait 3 espaces de 3 personnes, des espaces individuels, tant de mètres carrés d'espaces de convivialité. Donc là, c'est votre cahier des charges. Le but, c'est d'y répondre. Ensuite, vous avez un plateau travaux. Les travaux, on n'est pas obligé de les réaliser. Mais à vous de nous dire, en fonction justement du budget que l'on a, quels sont les lots qui pour vous sont les plus importants. Et donc, ils vont jouer, ils vont se rendre compte au bout d'un moment qu'on arrive au budget en termes de points, là, de 300 points. On arrive à 300 points, il faut qu'on module. Et pour pouvoir rentrer dans le budget, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a des cartes qui sont soit de réemploi, soit du neuf. Donc, on introduit cette notion de réemploi ou de neuf pour pouvoir moduler en termes d'impact économique, en tout cas, le projet. Et donc, ce jeu-là, on souhaite également introduire cette notion d'impact carbone en marquant non seulement l'impact économique en points, mais aussi l'impact carbone en équivalent CO2 en tout cas. Absolument. Et là, c'est du concret. On se rend vraiment compte finalement de l'impact des choses, etc. C'est une vraie base de travail pour Chorus Consulting. C'est-à-dire que, finalement, les informations, en tout cas, ce que vous arrivez à récolter sur le terrain avec les collaborateurs qui s'y mettent, est-ce que c'est une vraie base de travail? Est-ce que c'est... Alors, grâce à ce jeu, en tout cas, on peut réussir à faire un micro-zoning, donc c'est-à-dire un plan avec l'implantation de tous les services et de tout le mobilier, en incluant les lots dans lesquels on va travailler, les lots dans lesquels on va le laisser en état, les lots qui seront en réemploi in situ, donc réemploi, on va réutiliser l'existant, ou du réemploi rapporté, on va dire. Voilà, grâce à ce jeu, en tout cas, on aura apporté ces notions et on l'aura apporté avec les collaborateurs sur place. Absolument. Estelle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on l'a évoqué, mais la consommation responsable aussi, au même titre que la participation et la prise de conscience des équipes sur le terrain, etc., est un élément indissociable finalement de cette stratégie. Complètement. On voit vraiment l'aspect ludique qui est proposé par Chorus auprès des collaborateurs pour s'approprier même les espaces de travail. L'idée aussi à travers le label, c'est bien de faire le focus sur cette notion de consommation et comportement responsable. Pareil, parce que c'est les usagers qui vont être en demande, un peu comme nous en tant que citoyens. On est aussi, à même d'exprimer nos choix. L'idée, c'est aussi de pouvoir acculturer en fait les usagers à ce qu'est la consommation comportement responsable via l'économie circulaire. On voit des super exemples en fait de design qui apportent une vraie esthétique. L'idée aussi, c'est de montrer ce que donne à voir le réemploi, ce que donne à voir en fait vraiment l'éco-conception, pour que ça rentre aussi dans l'imaginaire en fait des usagers. Absolument. Thierry, je me permets aussi, tout à l'heure vous parliez justement d'un projet mené avec Emmaüs notamment. On voit bien que c'est plusieurs économies finalement qui travaillent ensemble. Oui, donc c'est plusieurs économies qui tentent à travailler ensemble, mais c'est vrai qu'elles viennent d'univers assez éloignés jusque-là. C'est-à-dire que ces gens-là, comme l'atelier Emmaüs qui est à Lyon et l'atelier Marianne qui est à Grenoble, ces gens-là, ils sont issus du travail de la réinsertion. Et en fait, c'était plutôt des entreprises ou des associations à mission. Et clairement, la mission, c'était de réinsérer des gens par le travail. Et ce faisant, ils étaient plutôt dans des rythmes de travail assez lents, mais ils s'étaient fixé aussi un cadre, avec le cadre de faire avec des moyens existants, que ce soit au niveau des ressources humaines ou des matériaux. Et finalement, eux, ils ont mis le pied là-dedans et ça a été un peu les pionniers. Et aujourd'hui, je crois que ces pionniers-là, ils ont valeur d'exemple.
Et dans leur démarche, il y a une exemplarité qui est remarquable. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet doit s'étendre. Et pour moi, ces valeurs d'exemple, on doit s'en inspirer. Et donc, les savoir-faire aussi, vu que c'était ça que je voulais parler, c'est que ces savoir-faire, ils ont été développés chez des entités comme ça. Et donc, ils font, grâce au concours Awards Atelier Emmaüs, le prétexte de ça, c'était simplement de diffuser le travail de pionniers qu'eux ont pu faire il y a déjà quelques années, et finalement d'inspirer d'autres gens qui auront peut-être d'autres missions différentes, parce que chacun a ses propres missions, hein, c'est ça aussi. Et finalement, on ne pourra jamais faire que ces deux économies qui sont radicalement différentes, elles ne vont jamais travailler en symbiose, mais à un moment donné, peut-être qu'elles vont se fréquenter et que pour chacun, il va ressortir quelque chose de meilleur. Et finalement, de ça va ressortir un modèle dont on est un peu en train de discuter aujourd'hui, quoi. Absolument, tout à fait. Alors justement, en référence tout à l'heure avec ce pilier finalement important du label EcoCycle, le recyclage des déchets, justement. Thierry, est-ce que justement cette partie-là du déchet, du rebut, justement, fait partie, en tout cas, de vos gisements aussi? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est ça aussi l'idée, c'est que le rebut, on en parle différemment aussi et on le réinvente en disant déjà que c'est un gisement, et ce gisement, on le transforme pour vraiment créer quelque chose, une valeur d'usage. Hein. Là, le bureau, c'est pas un bureau qui est réemploi, en fait. On pourrait montrer ce bureau comme sa fonction et son usage, et puis aussi son attrait. Donc là, c'est un bureau qui est fait de réemploi, mais finalement, si on pouvait rêver, pour moi, c'est juste un bureau. Il est intéressant, il est pratique, il est joli, il est désirable. Et finalement, dans 10-20 ans, on aura tellement imbriqué cette façon de fabriquer que sa finalité, c'est quand même d'être un bureau, quoi. Mais on saura qu'il a été fait avec du réemploi, suivant un certain process industriel qui est beaucoup plus durable. Mais je dirais que voilà, si on pouvait rêver un peu plus loin, et on y viendra après, c'est qu'il faut quand même rester un petit peu les pieds sur terre. Et finalement, on réinvente pas tout non plus. Il y avait des choses qui existaient déjà. Finalement, on les met juste en lumière un peu plus, de manière différente, quoi. Absolument. Là où c'est intéressant, c'est que vous parlez aussi de ruissellement de la matière. Oui, c'était un exemple que dans mes investigations dans la région grenobloise, au niveau de ces rebuts, c'est la chose suivante. C'est que vous pouvez aller voir un industriel, par exemple, un charpentier, qui travaillera une poutre de 6 mètres, il aura un rebut, une chute de 2 mètres. Cette chute de 2 mètres, elle peut atterrir dans un atelier qui fait des meubles, et avec ça, ils pourront s'en emparer et faire un bureau comme ceci. Et la chute qu'on va générer de 10 cm, elle pourra aller par exemple chez un artisan qui fait de la joaillerie en bois ou des bijoux, et bien lui, ça sera sa ressource à lui. Et finalement, on s'aperçoit que là, on va tirer le meilleur d'une matière qui a été pensée pour quelqu'un, mais en mettant en contact tout un réseau, on va en tirer 100% quasiment. C'est ça l'efficacité. Absolument. L'efficacité ultime, c'est de tirer 100% de ce qu'on crée ou de ce qui existe déjà d'ailleurs. Oui, tout à fait. Estelle, les principes du label, justement, sur la question du recyclage des déchets en particulier? Effectivement, on a cette notion du ruissellement qui est très importante pour essayer de réduire au maximum déjà la part de déchets produites. Et par contre, voilà, on n'est pas encore à l'optimum, donc on aura forcément toujours un peu de déchets à traiter. Et dans ce cas-là, il faut être particulièrement ambitieux sur le traitement de ce déchet. Ça passe notamment par un tri très rigoureux. Et Caroline l'a cité tout à l'heure, on a désormais cette obligation de tri de 7 flux. Et je le disais aussi tout à l'heure, dans le label, on a cette vocation pédagogique, un petit peu de mettre nos partenaires avec les mains dans le cambouis en disant très bien, on va aborder ces 4 piliers-là, mais on veut aussi avec vous donner la visibilité des initiatives qui existent pour justement vous rendre compte de ce fameux champ des possibles. Et pour illustrer ça, pour vous donner un exemple, j'avais un partenaire qui s'engageait auprès de nous sur la démarche EcoCycle et qui était un petit peu sceptique sur justement la notion de tri des 7 flux. Et pour ça, donc même en phase conception, on a été donc rencontrer une entreprise pareille d'insertion qui était donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait vraiment développé ce métier de valoriste et qui organisait tout un tri de 7 flux très fins sur chantier. Et grâce à cette visite, déjà, voilà, ça rassure et ça rend compte de la possibilité de mettre en œuvre ce type de démarches qui peuvent paraître ambitieuses, mais avec une bonne méthodologie,
avec, je dirais, un réel projet d'ambition sur ce tri-là, on se rend compte que c'est tout à fait à notre portée. Et donc ça les a mis, je dirais, dans un mindset plutôt optimiste, justement, sur ce tri-là. Et donc on se rend compte aussi qu'il y a un réel coût, un enjeu financier à bien trier les déchets. Donc là, il y avait un gain financier de cette démarche-là, mais aussi un gain en termes environnementaux, parce qu'on avait une valorisation qui était largement optimisée par rapport aux fameux 70% réglementaires qu'on connaît. Donc on avait vraiment des bénéfices à la fois sociétaux, avec l'insertion des valoristes, on avait des bénéfices économiques et des bénéfices environnementaux. Absolument, tout à fait. Chez Corus, est-ce que finalement vous vous reposez finalement sur le label et son accompagnement en la matière, ou alors est-ce que vous avez vos propres process en termes de recyclage des déchets? Alors, on va dire que ce que promeut Socotec, c'est en effet une manière de travailler universelle, si on veut être en tout cas dans les clous en matière d'économie circulaire. Nous, ce qu'on observe en tout cas sur place dans la vie de tous les jours, c'est que généralement, en tout cas au départ, le tri des déchets a un coût supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on a une entreprise qui va devoir trier plus en détail, en maille fine, tout ne va pas partir à la benne. Donc cette main-d'œuvre a un coût supplémentaire et le nombre de bennes a un coût supplémentaire. Et on a aussi une difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'a pas toujours la place sur chantier de pouvoir mettre des bennes. Donc dans ce cas-là, il faut trouver des solutions alternatives pour pouvoir récolter de manière plus fine, en tout cas, les déchets. Et c'est un réel, c'est pas facile, mais en effet, de toute façon, on tend à suivre le process que préconise Socotec pour être plus vertueux au niveau de la gestion de nos déchets. Absolument. Voilà, donc là, on a vraiment fait un très très joli tour, finalement, des leviers et des bénéfices aussi de toutes ces démarches autour du réemploi. Thierry, finalement, pour conclure, qu'est-ce qu'impose une stratégie de circularité in fine? Vers quel modèle on tend? Je pense qu'on tend vers quelque chose qui doit être construit par les gens au fur et à mesure. Aujourd'hui, on ne peut pas arriver de but en blanc avec des mots assez rébarbatifs, voire même repoussants, bien qu'il y ait des réels enjeux. Donc, moi, je dirais que finalement, elle doit être construite avec les gens, ce futur. Et aujourd'hui, nous, en tant que designer, on est là pour illustrer aussi. C'est ça le travail d'un designer, c'est illustrer. Donc moi, mes valeurs, mon histoire, je l'ai, mais finalement, je suis là aussi pour écrire l'histoire des gens avec eux. Et donc, je crois que ça se fera sur un chemin qui est conjoint pour que les gens ne prennent pas ça. C'est vrai que, comme on discutait tout à l'heure, on peut avoir ce discours qui est un petit peu restrictif, où il y a des urgences qui paraissent criantes aujourd'hui, mais finalement, les urgences sont peut-être criantes, mais le chemin qu'on doit écrire, il est assez long. Et donc, finalement, en s'y attelant aujourd'hui, en l'écrivant, on fera prendre, je pense, une direction que les gens seront contents de prendre parce qu'ils l'ont en partie écrit eux-mêmes. Absolument. Et vous parliez aussi on va dire de tous ces acteurs qui participent de tous ces projets-là. Cette réorganisation aussi sur le terrain est indispensable. Tout à fait. Absolument. Estelle, justement, in fine, pour le label, qu'est-ce qu'on va chercher finalement? Quels sont les bénéfices qu'on cherche à atteindre aussi à travers un accompagnement d'EcoCycle, par exemple? Alors, à travers EcoCycle, déjà, au sein de Socotec Immobilier Durable, on était sur des experts et des professionnels qui sont très familiers en fait, du domaine des certifications des labels. Et donc, on a voulu s'inspirer de ça et aussi d'avoir un regard critique là-dessus, en se disant, voilà, nous, on va proposer un label d'économie circulaire, qui est un premier label dédié à ça, et on va essayer d'éviter de tomber dans des écueils qu'on retrouve pour les labels et certifications et d'apporter vraiment un cadre souple qui s'adapte aux différentes typologies d'opérations et de pas être dans une logique de
cocher des cases, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment d'apporter une vraie qualité qui va pouvoir être objectivée d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif, et aussi de remettre un peu l'humain autour de ça, parce qu'on voit que l'écosystème d'économie circulaire demande une certaine proximité, un certain ancrage territorial, et on va vraiment réinsuffler ça. Un autre aspect aussi, à travers le label, c'est aussi de permettre à nos partenaires d'anticiper tous ces enjeux réglementaires et de les rendre vraiment robustes et plus autonomes par rapport justement à tout cet environnement qui est très évolutif. Et puis il y a toute cette montée en compétences pour qu'en fait eux-mêmes soient acteurs de leur propre démarche à travers le label et vraiment d'être en capacité d'apporter à leurs parties prenantes des indicateurs qui vont démontrer tous les efforts menés en lien avec l'économie circulaire et vraiment d'objectiver ces efforts-là. Absolument, donc un vrai travail de pédagogie, exactement, de sensibilisation. Et de montée en compétences. Absolument, tout à fait. Caroline, justement, vers quoi vous tendez in fine, le mot de la fin finalement, pour comprendre un petit peu tous les bénéfices autour de ça? Je dirais que nos clients, ils ne regardent plus entièrement, on va dire, l'aspect économique d'un chantier, mais ils regardent aussi l'impact environnemental qui est associé. Et donc, à mon avis, dans l'avenir, il sera aussi facile de produire avec du réemploi que de produire avec du neuf. Dans un avenir plus ou moins proche. Et en tout cas, pour nous, Corus, l'enjeu, c'est de ne pas rater le coche et c'est de vraiment faire partie de cette transition et de pouvoir repenser vraiment tous nos process et notre organisation pour pouvoir intégrer l'économie circulaire et le réemploi dans notre chantier. Absolument. Un dernier petit mot pour la fin, Thierry. Allez. On parle de... voilà, vous êtes aussi un poète, quelque part. Ouais. Vous réinventez la matière, vous réinventez finalement des gisements qui étaient voués peut-être à disparaître et finalement à tomber dans l'oubli. Ça serait quoi pour, dans la tête d'un designer, finalement, un futur désirable autour du... Oui, moi, pour faire le mot de la fin, donc, je vais emprunter des mots qui ne sont pas les miens. Et souvent, il y a des visionnaires qui sont positionnés à des moments de la société. Et là, je voulais emprunter les mots à Victor Papanek. Donc lui, c'était un designer social qui a vécu au siècle dernier. Donc lui, il a connu vraiment la croissance, les 30 glorieuses. Pourtant, il disait ça, et ça sera ma petite conclusion, c'est le design, s'il veut assumer ses responsabilités écologiques et sociales, doit être révolutionnaire et radical. Il doit revendiquer pour lui le principe du moindre effort de la nature, faire le plus avec le moins. Et donc, Victor Papanek, il a dit ça dans les années 50. Et donc, je pense qu'à son époque, il a dû être pas trop entendu. Et aujourd'hui, je pense que c'est toujours d'actualité. Je dirais même que c'est d'une actualité assez criante. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin de phrases comme ça et, qui inspirent. Et on s'aperçoit que tout ça, ça s'inscrit sur des temps longs. Et donc, il faut continuer dans cette direction-là et effectivement voir ça comme plus qu'une inspiration, parce que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça va se traduire par des actions vraiment concrètes, mais une mise en perspective pour une petite prise de hauteur qui permet de garder le cap, en fait. Absolument. C'est un bel exemple, puisque finalement, on réemploie une célèbre phrase d'un designer. Et donc, cette phrase et cette citation fait son chemin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous vos témoignages sur cette conférence organisée par Corus. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.